Bonjour et bienvenue sur France 3 Limousin pour cette émission spéciale à la foire du livre de Brive. Une foire qui bat son plein avec des auteurs, des politiques en dédicace. À ma gauche, Anne Hidalgo. Tout à l'heure, on va apercevoir François Hollande. Tout le monde est là et ça fait plaisir, après une année sans foire, de retrouver cette halle Georges Brassens. Il y aura aussi cette année l'espace des Trois Provinces où on ira faire un tour. C'est un plaisir de revoir qu'il y a du monde, beaucoup de monde, venu rendre hommage aux écrivains, aux politiques, à tous ceux qui sont venus faire des dédicaces. Alors, on va avoir un peu moins d'une heure pour aller à la rencontre d'un maximum d'auteurs, pour vous en présenter un maximum, car il y a beaucoup de choses à lire ici. Et pour m'aider, bien sûr, j'ai Martial à mes côtés, de l'autre côté de la halle Georges Brassens. Bonjour Martial. Bonjour Alexandra, alors nous parlerons bien évidemment BD, littérature jeunesse, mais pour commencer cette émission, eh bien, nous sommes à côté du prestigieux prix Goncourt de cette année. Mohamed Bougarsar, bonjour. Bonjour. Donc pour votre roman La plus secrète mémoire des hommes, l'histoire d'un jeune écrivain à la recherche d'un auteur africain mythique. Vous êtes vraiment inspiré d'un romancier qui a existé. Oui, il s'agit du romancier malien Yambo Ologam, qui a écrit en 1968 son premier roman, Le devoir de violence, qui reçoit aussitôt le prix Renaudot. Et quelques années plus tard, on l'accuse de plagiat. La charge est violente, menée autant par l'intelligentsia française que par l'intelligentsia africaine. Et il finit par se retirer chez lui au Mali pendant quasiment 50 ans sans plus rien publier. Donc c'est cette figure-là et ce livre-là qui sont derrière l'histoire de la plus secrète mémoire des hommes. Alors, ce jeune homme dépeint dans votre livre, Diégane la Tire-Faille, n'est-ce pas un petit peu votre double, quelque part obsédé par ce livre ultime ? Oui, d'une certaine manière, Diégane est... oui, il porte en lui en tout cas un certain nombre d'obsessions qui sont miennes. La quête du livre essentiel, que faut-il vraiment écrire quand on s'engage en littérature? Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose, un livre de plus à toute l'histoire de la littérature alors qu'on n'est pas sûr d'ajouter quoi que ce soit d'original? Donc voilà, c'est un jeune écrivain qui tente de trouver sa voie et en ce sens, le livre est un roman d'initiation aussi. La houle de fond justement de votre roman, c'est justement l'acte même d'écrire. Vous écrivez à un moment donné, on ne peut pas vivre l'instant et l'écrire en même temps. On peut même se demander s'il n'y a pas l'interrogation de la vacuité de l'écriture. En tout cas, il y a une interrogation sur sa nécessité après plus tant de millénaires d'écriture, d'une part. Et puis d'autre part, il y a aussi un questionnement sur le rapport entre la littérature et la vie, entre le réel et la fiction. Est-ce que ce sont deux entités différentes ou est-ce qu'il s'agit d'une seule et même chose? C'est une interrogation qui traverse aussi le livre. Un roman dense dont récompensé, vous avez dit que l'Académie Goncourt envoyait un signal intéressant, important à tout l'espace francophone. Oui. Quel signal ? C'est un signal d'ouverture, un signal d'accueil aussi, et un signal qui dit simplement que l'Académie Goncourt a conscience que d'ici quelques années, le réservoir des locuteurs francophones sera ailleurs. En 2050, 70% des locuteurs francophones seront par exemple sur le continent africain, c'est nécessaire de le dire. Ça veut dire aussi que la production littéraire francophone va se déplacer. Ce centre va se déplacer et il est important dès aujourd'hui que l'Académie Goncourt le mesure et envoie ce signal-là et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que symboliquement ce livre a aussi une importance. Merci. Même s'il s'agit d'abord de littérature, d'un livre, je crois. Merci beaucoup Mohamed Bougarsar. Et donc pour cette mise en abîme sur la création littéraire, un roman magnifique. Alexandra, on vous retrouve avec, je crois, un fan de Georges Brassens. Alors, il est non seulement fan de Georges Brassens, mais du coup, on voulait absolument lui parler parce que c'est un magicien des mots. Maxime Le Forestier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, avant de parler de livres et de littérature, vous êtes un artiste, vous aimez la scène. Alors aujourd'hui, c'est pas un concert, mais c'est quand même la rencontre du public. Est-ce que ça fait du bien? Oui, je m'aperçois que c'est à peu près le même public. Alors, vous voulez parler de Georges Brassens. Vous racontez dans le livre pourquoi vous aimez parler de lui, parce qu'il a bercé votre vie, parce que vous avez commencé la musique et la guitare à 14 ans en apprenant ses chansons. Oui, j'ai commencé la guitare. La musique, j'avais commencé avant, mais je ne savais pas que la chanson existait. Et la guitare, alors moi je ne le considérais pas, mais vous expliquez dans le livre que Georges Brassens, souvent on dit que c'est toujours le même air qui est fait à la guitare et c'est pas vrai du tout. Non, c'est le même son, c'est la même instrumentation, deux guitares, une contrebasse. Trenet, il avait des musiciens de génie qui, avec la même suite d'accords, faisaient des symphonies. Lui, il a dû vraiment piocher l'harmonie pour arriver à ne pas s'emmerder et à ne pas emmerder le public.
Alors c'est doublement important de parler de lui parce qu'ici on est sous la halle Georges Brassens. Ah oui. Et puis parce que le mois dernier on a célébré l'anniversaire de sa naissance, de sa mort. Pour vous, qu'est-ce qui est important quand on parle de Georges Brassens? L'œuvre. Ce qui est le plus important, c'est les chansons. Je pense que tant qu'on comprendra sa langue, on n'aura pas besoin de savoir que c'est une chanson de Brassens pour l'aimer. Et alors, ce qui est génial, et vous le dites aussi dans le livre, ce qui fait que c'est un grand artiste et qu'encore aujourd'hui, on parle de lui. Regardez derrière nous le monde qui est là pour venir vous découvrir et découvrir ce livre. Oui. Et pourtant, c'était un homme avec un caractère pas facile, puisque vous dites qu'il vous a traité de petit con dans les débuts. Celui qui ne s'est jamais fait traiter de con par Brassens ne l'a jamais rencontré. Vous le dites aussi dans le livre. Alors, il y avait une anecdote aussi. Repère les 10 questions qui reviennent d'un journaliste le plus souvent. Écris-toi des réponses, apprends-les par cœur, comme ça tu pourras donner des interviews en pensant à autre chose. Merci, je suis contente de vous avoir vous et pas lui en interview. Vous allez fêter son anniversaire vous aussi. Je crois que mardi, il y a un concert. Mardi, je fais c'est pas un concert, c'est une soirée Brassens au Trianon. Je voulais plus faire ce genre de concert. Et puis bon, je me suis laissé persuader. Alors c'est différent des tournées précédentes, de l'intégrale, parce que je ne joue pas de guitare. J'ai 2 guitaristes et un bassiste. Et on ne tire plus les chansons au sort. Oui, parce que quand vous avez fait votre première tournée, ça a duré 4 ans. Ça a duré 4 ans, oui. C'était exceptionnel. J'avais 90 chansons de Brassens numérotées dans mon cahier. Les gens criaient un numéro et je chantais la chanson correspondante. Maintenant, j'ai plus envie de faire ça. On va vous laisser parce que je sens les lecteurs derrière moi, ils sont très en colère que je vous monopolise. Je vous souhaite une bonne dédicace. Profitez bien de cette foire du livre et à bientôt. Merci beaucoup. Martial, on va vous retrouver. Je crois que vous êtes avec des jeunes. Oui, vous parliez justement de lecteurs. Eh bien, figurez-vous que la classe de seconde du lycée d'Arsonval est la seule du Limousin à participer au prestigieux prix Goncourt des Limousins, des lycéens, Nathalie Marchou. 14 livres à lire en 2 mois, ça promet pas mal de nuits blanches, ça, non? Oui, c'est un vrai défi que nous avons décidé de relever avec ma collègue professeure documentaliste. C'est vrai que 14 livres pour nos jeunes lycéens qui n'ont que 15 ans, ça paraît vertigineux, mais en fait, ce qui les effrayait un peu au départ est en train de devenir une véritable émulation. Et vous les guidez alors dans les lectures? Ah oui, nous les guidons, nous organisons des ateliers de lecture, nous travaillons sur la lecture expressive, nous organisons des débats autour des thématiques et ils échangent beaucoup entre eux. Et donc il y a une vraie émulation qui est en train de se créer. Puis là, le fait de venir aujourd'hui rencontrer les auteurs, c'est très important pour eux, je crois. J'en suis sûr. Alors Clara, vous êtes une de ses élèves. Oui. Quel livre avez-vous lu justement? J'ai lu le livre S'adapter de Clara Dupont-Monodes. J'ai beaucoup aimé ce livre, malgré 1 ou 2 défauts que je trouve personnellement sur l'écriture. Mais l'histoire est très touchante. D'accord. On va se tourner vers Lucia aussi, qui fait partie de cette classe de seconde du lycée d'Arsonval. Oui. Vous avez lu quel auteur? Moi, j'ai lu Lilia Hassen, qui a fait Soleil amer. Plusieurs livres. Oui. Maria Pourchet, qui a fait Feu. Et comme Clara... D'accord. Clara Dupont-Monodes, qui a fait S'adapter. Et oui, j'ai même, vis-à-vis de S'adapter, j'ai le même avis que Clara. J'ai beaucoup apprécié. Soleil amer aussi, j'ai beaucoup aimé. D'accord, donc vous êtes en fait une grande lectrice. Absolument pas. Pas du tout. Alors qu'est-ce qui vous avait amené à la lecture? Je sais pas, j'ai bien aimé les activités mises en place par notre professeur documentaliste et professeur de français. Et puis petit à petit, je suis rentrée dans le jeu et ça me fait plaisir. Clara, ce n'est pas trop dur de se décrocher justement des écrans pour aller vers le livre? Non, c'est un défi que je me suis lancé, de réussir à lire au moins 2 livres. Là, j'en suis à mon 2e. Et du coup, j'arrive à me détacher facilement, par exemple de la télévision, des films, voilà. Nathalie Marchou, cela veut donc dire que la lecture n'est pas morte, que les élèves, les enfants de 15 ans peuvent continuer, les adolescents à lire? Exactement, et surtout des livres qui peuvent paraître aussi difficiles d'accès. Et en fait, je me rends compte
ils adhèrent et quand on en discute, quand on les accompagne évidemment, eh bien en fait, il me semble en tout cas que ça devient un vrai plaisir. Donc je suis pour ça très très contente. Clara, Lucia, est-ce que cela peut déclencher chez vous des vocations, pourquoi pas, d'écrivaine pour les années à venir? Pourquoi pas? À voir avec le temps. Je vais encore continuer à lire certains livres du prix Goncourt des lycéens, puis lire de mon côté personnellement, et puis je verrai bien. Très bien. Je crois que c'est le 10 décembre que ce prix Goncourt des lycéens sera décerné. Merci beaucoup Nathalie Marchou, Clara, Lucia, et bonne lecture donc, pour ce prix Goncourt des lycéens. On vous retrouve Alexandra donc, avec les 14 livres lus. Il y a notamment Au printemps des monstres de Philippe Jaénada qui est avec vous, je crois, Alexandra. Oui, merci Martial. On va vous laisser filer à l'espace des 3 provinces où les auteurs jeunesse vous attendent. Quant à moi, effectivement, j'ai rendez-vous avec un artiste, on ne peut pas dire ça autrement, c'est un artiste au printemps des monstres, explore avec acharnement un fait divers survenu en 1964. Accrochez-vous, 750 pages, il faut avoir le courage. Bonjour Philippe Jaénada. Bonjour. Vous nous faites revivre cet assassinat donc, du jeune Luc Taron, disparaît après une fugue un soir du printemps 64, retrouvé mort le lendemain, il avait 11 ans. Ce projet d'enquête, c'est 4 ans de votre vie. J'ai travaillé. Est-ce que vous êtes soulagé que ce soit terminé? Non, j'aurais bien continué 2-3 ans encore, mais mon éditeur m'a dit ça suffit maintenant, tu vas nous faire un livre de 2000 pages, stop. Non, en réalité, je pense que je suis allé au bout, c'est pour ça que le livre est gros. Je suis allé au bout de toutes les petites ruelles, les impasses où se trouvent les micro-détails de cette affaire. Donc j'aurais pas pu continuer bien longtemps, mais en tout cas, on me dit souvent, oh quel travail incroyable. En fait, c'est une passion, j'allais dire un plaisir, non, parce qu'on ne peut pas avoir du plaisir à enquêter sur la mort d'un enfant, mais c'est une vraie passion pour moi, que ça m'a dévoré, mais j'étais consentant pendant 4 ans, vraiment. Mais rien que le dossier d'instruction, c'est 30 000 pages, vous le dites. Vous avez même dit dans une interview, j'ai un peu perdu la boule. Est-ce que ça va mieux? Alors, c'est à vous de me le dire. Regardez, si, j'ai l'air à peu près sain d'esprit, j'imagine. Non, c'est vrai, j'ai fini... Mais ça marque quand même un fait divers comme ça. Ouais. Il faudrait vraiment demander à ma femme qui m'a vu devenir comme une girouette. Je devenais complètement fou. Je pensais à un truc un jour, le contraire la semaine d'après, enfin, etc. Et donc oui, j'ai eu l'impression d'avoir passé 4 ans dans les années 60. Quoi, je ne pensais qu'à ça du matin au soir et souvent du soir au matin. Je me relevais la nuit. Mais c'était... voilà, c'est ce qu'il fallait faire, je pense, modestement, pour essayer d'approcher la vérité dans cette histoire extrêmement trouble et complexe. C'est d'autant plus trouble que vous le dites, hein, sa disparition, le jour de sa mort, c'est le jour de votre naissance. C'est peut-être ça. Voilà, vous avez rencontré un avocat qui vous a parlé de cette histoire, ça vous a perturbé. Vous êtes persuadé comme l'avocat que le coupable désigné, un infirmier psychiatrique qui aura passé 40 ans en prison, est innocent. Alors justement, ce qui m'a perturbé, c'est que l'avocat Henri Leclerc, donc pour ne pas le citer, qui est un vieil avocat, un vieux monsieur très respectable et un grand avocat, un grand homme, un grand être humain, pense qu'il est coupable. Mais m'a dit assez étrangement, mais il y a quand même des zones d'ombre, il y a des zones floues, mais enfin n'en parlons plus. Moi je me suis dit non, c'est curieux. Et donc après 3 ans et demi d'enquête, je peux affirmer et mettre mon bras et ma jambe gauche à couper que Lucien Léger était innocent. En tout cas, il n'est pas sans doute complètement innocent, mais on a envoyé un homme toute sa vie d'adulte en prison sur un scénario faux, ce qu'on appelle la vérité judiciaire, qui est le texte de l'histoire, la version de l'histoire qu'il a envoyée toute sa vie en prison. C'est de la fiction. Il ne faut pas toujours se fier aux articles qu'on peut lire, mais je disais que vous avez été aidé par Laetitia Dannery, journaliste à l'Express, pour faire les interviews. Et il est précisé dans l'interview que vous êtes un peu timide et que du coup c'est elle qui a fait passer les coups de fil. Ouais, alors le public, ça va? Oui, ça va, je suis timide, mais bon, ça va, il y a encore plus timide que moi. Et puis, oui, je n'ai pas de téléphone, je suis incapable de donner un coup de téléphone, je perds tous mes moyens. Donc elle, Laetitia, qui a été une alliée vraiment précieuse, s'est chargée de tout ça, m'a beaucoup aidé. Et là, avec le public, en fait, c'est vraiment de l'amour. Sans exagérer, c'est vraiment dans les deux sens, hein, mais c'est... un livre, quand il est sincère, on donne beaucoup de soi et les gens le reçoivent ou ne le reçoivent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas mes livres, évidemment. Hein, et là, avec tous les gens qu'on voit ici, c'est vraiment... Moi, j'ai envie de les prendre tous dans mes bras. Quoi. Et comme je suis timide, je ne le fais pas. Puis c'est la Covid aussi, alors on ne prend pas dans les bras. Merci infiniment de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'est un très très beau livre. J'ai volontairement pas trop dévoilé l'affaire parce que ça priverait le lecteur de la spécificité de ce livre. Merci encore. On va retrouver Martial, j'espère qu'il est arrivé à l'espace des 3 provinces pour nous parler de bande dessinée entre autres.
Beat et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli à la boîte à bulles, une bande dessinée ici à l'honneur dans une exposition à l'espace des 3 provinces à Brive. Et nous avons les 2 instigateurs de cette fabuleuse bande dessinée, Pascal Bresson et Sylvain Dorange. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi avoir décidé justement de mettre en scène cette vie incroyable des époux Klarsfeld? Alors j'ai fait un livre avec Simone Veil sur sa vie, Simone Veil l'immortelle, et après cet album, il me paraissait indispensable de faire une continuité et de s'attaquer, on va dire, aux 50 ans de militantisme et de track réalisés par ce couple légendaire qui est Beat et Serge Klarsfeld. Et en fait, ça vient vraiment de l'enfance. Je suivais déjà dans les années 70 et les années 80, parce qu'ils étaient très médiatisés à l'époque contre la traque de Barbie. Et j'ai eu l'idée tout simplement de raconter leur vie. Donc j'ai pu être à leur côté et travailler avec eux pendant 6 mois. Une somme incroyable, cette bande dessinée est très très complète. Ça commence en 1968, vraiment avec ce premier fait d'armes, on le voit derrière nous, de Beat Klarsfeld. Alors c'est vrai qu'on parle du 7 novembre 68 au congrès de Berlin, avec cette célèbre photo que nous avons derrière, puisque c'est cette fameuse gifle. Mais Beat s'était déjà illustré avec, on va dire, des attaques en public contre Kurt Kissinger, qui était le chancelier à l'époque, qui était un nazi, mais pas un nazi, on va dire, de déportation, un nazi de propagande. Et c'est là qu'en fait, avec cette gifle magistrale, puisqu'elle arrive, elle se fait passer pour une journaliste, c'est une femme, donc on ne se fait pas forcément très attention, en plus elle est mignonne. Et quand elle arrive devant le chancelier, elle lui assène une claque magistrale en criant « Nazi, nazi, nazi ». Et là, il y a un photographe qui photographie cette fameuse scène qu'on voit derrière. Cette photo fera le tour du monde et les Klarsfeld entrent dans la légende. Alors, cette bande dessinée est aussi très intéressante parce qu'on est vraiment, Sylvain Dorange, dans des allers-retours chronologiques. Oui, moi c'est ce qui m'a plu tout de suite dans le scénario de Pascal, c'est qu'on ne faisait pas une BD historique linéaire, mais on est parti vraiment sur, comme dans un vieux polar ou dans un Tarantino, on revient dans le temps, tout ça. Du coup, moi graphiquement, il a fallu que je trouve des idées pour que quand on se situe dans les années 60 ou 70, qu'on sache directement où on en est. Du coup, j'ai pris le parti de faire comme au cinéma, en fait, prendre les références du cinéma. Donc, quand on est en noir et blanc, on est plus loin, on sait que c'est plus lointain. Et quand on est dans les années 70, il y a plus un grain comme cinématographique, quoi, un petit peu orangé, tout ça. Donc, c'était vraiment ce qui m'intéressait dans le projet, quoi. Alors, merci beaucoup Sylvain. On suit vraiment les époux Klarsfeld jusqu'à la traque très connue, bien évidemment, de Klaus Barbie. Alors il faut savoir que Beat et Serge ont vraiment combattu le mal pendant 50 ans, sans jamais de haine ni de vengeance. C'était plus pour la justice et la vérité. Alors ces traques contre Klaus Barbie que nous avons ici, qui était, excusez-moi du terme, un énorme salopard, a duré plus de 12 ans. Alors c'est vrai que quand on a un livre qui fait un peu plus de 200 pages, il faut condenser, mais j'ai mis avec Sylvain les éléments les plus importants où on commence vraiment à comprendre comment ils ont commencer cette traque. Et on va du début jusqu'à la fin avec un dénouement à la fin de l'album pour coincer Klaus Barbie. Et je pense que c'est très réussi. Sans oublier également Maurice Papon, la responsabilité de Vichy à l'époque. Maurice Papon, Touvier, Leguet, donc les grands collaborateurs, on va dire, français. La particularité, c'est que Beat Klarsfeld s'occupait des nazis en Allemagne, puisqu'elle était allemande elle-même, et Serge, qui lui s'occupait, on va dire, des collaborateurs français sous le régime de Vichy en France. Une bande dessinée, merci beaucoup Pascal Bresson et Sylvain Dorange, à lire impérativement, un devoir de mémoire qui rappelle que tout combat qui n'est pas mené est perdu d'avance. À vous Alexandra, avec des invités politiques, je crois. Vous avez raison de croire, merci Martial. Effectivement, on passe sur tous les sujets pour cette émission. On voulait montrer à quel point la foire du livre de Brive elle est riche et on ne pouvait pas, évidemment, avant une année présidentielle et une campagne présidentielle qui s'annonce, on ne pouvait pas éviter le sujet de la politique parce qu'il y a beaucoup d'auteurs politiques présents. Et puis il y a aussi beaucoup de confrères qui sont là et que je remercie d'être présents sur ce plateau. Nathalie Saint-Cric, bonjour, vous êtes journaliste éditorialiste du service politique de France Télévisions. Jean-Michel Apathy, on vous connaît, journaliste politique, intervieweur, éditorialiste, chroniqueur sur LCI. Gaëlle Tchakaloff, vous êtes romancière, on va parler de votre livre dans un instant, mais ce livre parle un petit peu de politique, on est un peu décalé, mais ça parle de politique quand même. Et puis Paul Larouturou, vous êtes reporter politique pour LCI. Merci à vous quatre. Alors, on va parler de l'exercice du pouvoir finalement avec vous. Tout d'abord dans les duos qui peuvent exister, mesdames, notamment duo politique entre Georges Clémenceau et Marguerite Baldensperger, que vous allez présenter, Nathalie Saint-Cric, dans un ouvrage, Ne vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir.
On va parler d'un duo plus récent, celui de Brigitte et Emmanuel Macron, que vous évoquez tant qu'on est tous les deux. Gaël Tchakaloff. Et puis on va parler aussi de deux livres qui nous donnent à observer le pouvoir en place avec vous, messieurs. Le pouvoir, comment ça se passe, ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Des points de vue avec vous. Paul Larouturou, vous avez fait un melting pot de points de vue, puis vous avez toujours votre avis, Jean-Michel Apathy. Donc on va en parler un peu tout à l'heure. Alors mesdames, à vous l'honneur. Pourquoi ? Parce qu'on le redécouvre dans vos deux livres, finalement. Derrière chaque grande personnalité politique, il y a souvent quelqu'un en soutien. Et dans vos deux livres, derrière chaque personnalité politique, il y a des femmes. Nathalie Saint-Cric, pour vous, vous parlez de Georges Clemenceau, son dernier amour, ses derniers combats. Il y a une femme derrière, c'est donc Marguerite Baldensperger. Alors moi, ça remonte un petit peu au déluge par rapport à ce que décrivent mes confrères et consoeurs. C'est-à-dire que là, effectivement, c'est un couple, mais elle est plus dans un rôle traditionnel de femme, c'est-à-dire aimante, aidante, soutien et non pas franchement pensante. D'abord, parce qu'il est déjà parti du pouvoir, il a 82 ans, et que c'est plus finalement une femme qui le désire, donc qui lui donne envie d'être toujours un grand personnage. Mais il y a des points, on est assez éloigné d'une relation telle qu'il en a pu y avoir, des relations de pouvoir contemporaines. C'est plus une vision classique, parce que dans la grande période de Clemenceau, il a été ministre à partir de 65 ans, et dans sa grande période, il était lui quelqu'un qui exerçait le pouvoir seul et qui n'avait pas besoin des femmes. Il faut dire, pour être totalement honnête, que c'était un grand misogyne devant l'éternel, qui considérait que les femmes étaient là pour relancer la démographie française. Et il avait une grande peur de l'Allemagne, donc il pensait qu'il fallait qu'on soit à la hauteur pour avoir suffisamment d'enfants français. Et qu'il considérait que les femmes... alors je ne vais pas du tout dénigrer Clemenceau, parce qu'à côté de ça, il a plein de qualités. Mais il considérait qu'une femme, ça devait être jolie, ça devait être distingué, ça devait parler un peu pour pas être mortelle, mais pas parler trop pour devenir fatigante. Ça devait pas être médecin, parce que médecin c'était un métier trop dur. Et ça devait rester en gros peut-être une comédienne, quand on les avait comme maîtresse, ou au moins une mère de famille et une femme d'intérieur. Donc on est assez loin du rôle que les femmes ont conquis aujourd'hui et que peut-être elles vont réussir à garder, n'est-ce pas ? Gaël Tchakaloff, vous, voilà, alors c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre. Tant qu'on est tous les deux, la relation Brigitte-Emmanuel Macron, pas seulement, parce que dans le livre, vous l'évoquez au début, il n'y a pas seulement le rapport avec sa femme, il y a aussi le rapport avec sa mère, avec sa grand-mère. Il y a des femmes derrière le président de la République. Oui, il y a des femmes. Enfin, moi, c'était un suivi quotidien que j'ai fait pour montrer à la fois la relation existante, amoureuse, fusionnelle, symbiotique entre le président de la République et la première dame, et aussi pour montrer comment est-ce qu'ils traversent tous les deux l'exercice du pouvoir. Effectivement, il y a une puissance et une réalité du rôle de la première dame, à la fois dans le rapport aux conseillers, dans la décision, mais aussi parce qu'il lui demande toujours son avis. D'ailleurs, un des chapitres s'appelle Ventouse, parce que dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il part en déplacement, il se tourne toujours vers sa femme, il dit « Brigitte, viens voir, Brigitte, viens te faire prendre en photo, mais Brigitte, viens découvrir, et Brigitte, qu'est-ce que tu penses ?» Donc, effectivement, il y a une parfaite égalité de puissance, même si l'un a été élu et l'autre ne l'est pas. Ça, elle le sait, Brigitte Macron, donc elle s'applique à être en retrait, parce qu'elle sait très bien qu'officiellement, elle ne doit pas prendre de décision. Mais en même temps, elle est extrêmement présente. Voilà. Ah, oui. Vous disiez, Brigitte Macron, vous la connaissez bien. Au début, Emmanuel Macron, il n'était pas trop pour ce livre. Et finalement, il a accepté. Et d'ailleurs, le livre paraît alors qu'ils sont encore au pouvoir aujourd'hui. C'est révélateur aussi d'un changement de société où on peut se permettre d'évoquer ce genre d'intimité, de rapport, alors que le président est encore en exercice. Écoutez, moi, il n'y a rien d'intime dans mon livre, parce que justement, j'ai enlevé tout ce qui était non seulement la chambre à coucher, mais tout ce qui me paraissait... On est sauvés. Tout ce qui me paraissait pouvoir violer une forme d'intimité. En revanche, je pense que le nouveau journalisme américain et le gonzo journalisme américain et maintenant français nous ont appris qu'il n'y a pas de différence entre ce que l'on est dans la vie personnelle et ce que l'on est dans la vie professionnelle. Raison pour laquelle, effectivement, moi, j'applique une méthode qui est celle du nouveau journalisme ou du gonzo journalisme, c'est-à-dire je suis en immersion, en embedded de mes personnages. Merci. Alors Jean-Michel Apathy, votre ouvrage Les Amateurs se place pour parler évidemment d'Emmanuel Macron, des coulisses du quinquennat. Alors on vous reconnaît bien là quand on vous lit. Quand ça commence, c'est pas tendre, c'est jamais tendre. Bon, la description du pouvoir en général est un peu acide tout le temps. Parce que les gens qui font des choses bien, ils font des choses moins bien. Et donc, s'il s'agit de les dépeindre sous des jours uniquement favorables...
faut devenir journaliste officiel, ce qu'on n'a pas envie d'être. Donc, l'idée de votre livre, c'était quand même d'essayer d'expliquer un peu les différences de ce quinquennat, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron est élu un peu à sa propre surprise. Quand il est candidat à l'automne 2016, la route de l'Élysée paraît bouchée pour lui, mais il a envie de participer. Et en fait, je pense qu'il n'a pas réfléchi à plusieurs choses. Comment on organise la marche de l'État, comment on parle aux Français, quel Premier ministre choisit-on. Tout lui tombe dessus en même temps. Et donc, il y a beaucoup d'amateurisme dans les réponses qu'il apporte. Et sans doute, cet amateurisme-là, il en a payé les conséquences et peut-être les paiera-t-il lors de la prochaine élection présidentielle. On en reparlera de ces présidentielles dans un instant. Paul Larouturou, vous parlez de Élysée confidentielle. C'est une enquête que vous avez menée avec Elliott Blondet. L'idée, c'est de laisser la parole à tous ceux qui font partie de la bulle du président. La bulle, ce sont ses proches, aussi des gens qui traversent cette bulle. Les témoignages se succèdent. Il y en a de très intéressants à Sibat Ndiaye. C'est vraiment passionnant de voir un peu comment vous expliquez tout ça. Là, on est autour de cette table. On a 4 livres qui parlent de politique. On est à la foire du livre de Brive, malgré tout. Le livre politique, pour parler d'un président, ça vend. Ça permet de vendre. Il y a des lecteurs qui sont là pour ça. Moi, demain, je n'aurai plus de livres. Donc, si vous voulez venir, j'en aurai plus. Donc, venez avec vos livres. Ça se vend très bien. Et surtout, ici, il y a vraiment un échange. Je trouve qu'il y a une écoute. Et en revanche, ça parle politique. En revanche, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je suis quand même marqué par l'inquiétude des lecteurs qui sont quand même inquiets pour le pays. Je ne m'attendais pas, sans citer de nom propre, mais quand même, je ne m'attendais pas à un tel degré d'inquiétude. Mais en revanche, oui, le livre politique passionne, que ce soit en année électorale ou de façon générale. Je crois qu'on est un peuple très politique et je crois qu'on le sent bien ici. Alors vous dites dans une interview à Ouest France, je peux toujours pas dire en quelques mots qui est Macron, mais ce qu'il y a dans le bouquin n'est nulle part ailleurs. Vous faites votre promo, mais vous ne savez toujours pas qui est Emmanuel Macron. Vrai. Non, mais moi j'ai la chance avec Elliott Blondet, qui est un jeune photographe, d'avoir suivi absolument tous ses déplacements depuis le tout premier jour quand il était ministre, puis candidat, puis président. Donc on l'a vraiment énormément suivi. Et c'est vrai que ce livre est né d'une frustration qu'on était incapable justement de vous faire une phrase. Incapable. C'est un homme tellement compliqué que je ne peux pas vous faire une phrase définitive. Et on a essayé de rentrer dans la subtilité. Je vois que Jean-Michel est prêt à bondir. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, c'est Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Est-ce que c'est adapté pour la direction de l'État? Je pense que c'est toute la question. Alors, ce que ça révèle aussi dans vos livres respectifs, parce qu'on peut observer comme ça le pouvoir en place, c'est des changements quand même, des choses qui sont plus comme avant. Vous l'évoquez, Sibat Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement, parle de l'omniprésence des réseaux sociaux, Instagram, les alertes sur les téléphones, les WhatsApp, les télégrammes. Même le président Donald Trump, maintenant les présidents se passent leur 06 sans passer par... Et on l'a vu récemment dans un SMS qui a fuité avec un pays étranger. Les messages, vous avez un avis, même Nathalie Saccric, les messages politiques aujourd'hui, la politique elle est différente à cause de ça? Ah oui, elle est différente, elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus sujette à des réactions instantanées sans vérifier que les choses sont justes. On a encore eu le cas l'autre jour avec la fameuse histoire qui est sortie sur les pulls de l'armée fabriqués en Chine. Ils se sont tous remis tête baissée alors c'était une erreur de journaliste, il faut le dire à la base. Donc effectivement, on peut considérer que ça n'a aucun rapport. Alors moi qui ne suis pas dans le livre politique contemporain, contrairement à mes camarades, et qui ai exhumé une histoire qui a 100 ans, moi je pense qu'un mec comme comme Clémenceau, dont tout le monde aujourd'hui constate que c'était quelqu'un de courageux, qui avait une vision. Je ne parle pas de ce qui s'est fait pendant la guerre, je parle de l'abolition de la peine de mort, de la lutte contre le colonialisme et tout ça. Et quelqu'un qui, à côté de ça, avait des travers comportementaux et de tempérament, qui, s'il y avait une chaîne d'infos et les réseaux sociaux, aurait tenu à peu près entre 12 minutes et 14 minutes 15. Parce qu'il s'est fait dénoncer pour sa misogynie, pour le fait de s'être foutu de la figure. Je vous donne un exemple très rapide. Il y a un président de la République qui meurt. Et il dit, en rentrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Vous imaginez aujourd'hui, quand quelqu'un disparaît, qu'il y ait une telle épitaphe faite par un homme politique en fonction. Donc certes, moi on ne m'a pas demandé ma vision de la politique. On m'a dit alors c'était mieux avant quand il y avait Clémenceau. J'aurais dit oui c'était mieux avant mais c'était différent avant. Et aujourd'hui s'il était là il ne pourrait pas être là. Et je pense que lui-même n'aimerait pas vivre dans cette époque. Exactement. Alors on va en parler évidemment. Les présidentielles ne sont pas si loin. Avril 2022, elles sont même très très proches. Ce qui explique aussi peut-être tous ces livres. Et puis voilà, il y a beaucoup d'impatience et les Français aiment la politique. Comment, Jean-Michel Apathy, comment vous la voyez cette pré-campagne? Comment ça a commencé? Ça a bien commencé? Je ne sais pas si ça a bien commencé. C'est difficile de la voir. Les grands partis qui structurent les démocraties sont en difficulté. Il n'y a pas dans ces partis-là des leaders importants. Donc la politique, les marges deviennent un peu centrales. L'amateurisme, c'était déjà un peu ça. On n'aurait pas imaginé le surgissement d'un candidat comme Éric Zemmour. Imaginez ce que sera le paysage politique au mois d'avril est très difficile. Oui.
Parce que 6 mois avant l'élection présidentielle américaine, pas un commentateur n'aurait parié un demi-dollar sur Donald Trump. Et aujourd'hui en France, c'est pareil. À part la réélection d'Emmanuel Macron, on ne voit pas grand-chose. C'est la preuve que les journalistes ne sont pas très originaux dans leur pensée. En politique, sur les pronostics, il ne faut pas toujours se fier aux pronostics. Non, il ne faut pas faire de pronostics. Donc, s'il ne faut pas en faire, ça veut dire vous en faites dans le livre. Dans votre livre, vous en faites des pronostics. À la fin du livre, vous donnez votre pronostic. Je ne donne pas un pronostic, non. J'évoque la peur qui rôde. Oh, bah, oui, ça, c'est pas un pronostic, c'est un constat, non Bon, bref. Nathalie Saint-Cric à gauche. Alors on l'a vu tout à l'heure en début d'émission, il y avait un monde fou. Anne Hidalgo est présente en Limousin depuis vendredi. Elle est à la foire du livre de Brive. Elle semble politiquement avoir du mal à sortir son épingle du jeu, à se faire entendre. C'est un euphémisme, ouais. Il suffit de regarder les ventes. C'est un euphémisme. Des différents Alors livres de la J'étais face à elle et il y avait beaucoup moins. Regardez les différents niveaux de vente. De l'avoir avec François Hollande et celui d'Anne Hidalgo. Alors du coup, est-ce qu'il y a une réconciliation quand on les voit? Ils sont au même stand, face à face. Ils sont venus ensemble sur le marché de Tulle ce matin. Une réconciliation. Disons qu'à partir du moment où ils sont tous les deux au Parti Socialiste, ça serait bien un cauchemar si on les voyait se chamailler. Reste sur le fond que même si dans son livre, François Hollande est extrêmement élogieux avec Anne Hidalgo, il l'est encore plus avec Bernard Cazeneuve d'ailleurs au passage, il est évident qu'en privé parfois, il ne se prive pas d'être critique en considérant qu'elle a une certaine forme d'impréparation, à la fois dans son programme, dans les médias, et qu'en gros, on ne voit pas très bien où elle va. Et on ne peut pas, même s'il dit le contraire, s'empêcher de penser qu'il continue à imaginer qu'il y a un quart de dixième, de centième, de millième de possibilité. Si c'était un effondrement total, il pourrait éventuellement peut-être refaire surface. C'est humain, il n'y a aucun président ayant disparu des radars pour des raisons d'élection ou de démission qui n'a pas rêvé un jour de pouvoir revenir. Éric Zemmour, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question qui se pose, c'est sera-t-il candidat? Parce qu'on parle de probable candidature. Vous posez encore la question, sérieusement? Tant que c'est pas officiel, on peut toujours se poser. C'est la date, non la question, non? Et y aura-t-il les 500 signatures? Et est-ce que le fait que les parrainages soient publics va changer la donne? Jean-Michel Apathy? Le fait que les parrainages soient publics rend plus difficile l'obtention du parrainage, mais c'est normal que les parrainages soient publics. Ce serait quand même un archaïsme total qu'un élu qui s'engage... on ne le sache pas, voilà, donc ça règle le problème. On ne peut pas imaginer une élection présidentielle ouverte sans un système qui tout de même empêche la multiplication, voire la démultiplication des candidatures. Et ça va être un obstacle effectivement pour beaucoup de personnalités qui n'ont pas un parti et un réseau constitué d'élus locaux. Et donc aussi pour le personnage que vous avez cité, mais je pense que ce personnage-là... vous ne donnez pas son nom? Oui, Éric Zemmour, j'en ai parlé tout à l'heure. Au carrefour de beaucoup de choses, je pense que quand même, il peut les avoir. Paul Larouturou, oui, j'ai bien fait de vous mettre à côté. Je vois que vous avez toujours envie de débattre tous les deux. Moi, je pense qu'il aura absolument aucun mal à avoir ses parrainages si ça reste tel quel RN ou LR, parce qu'il y aura toute la droite et l'extrême droite qui vont l'aider à l'avoir. Et je suis très marqué parce que je le suis depuis fin août sur le terrain partout, que ce soit à Nice et chez moi au Pays Basque, une terre qui, comme la Bretagne, n'a jamais voté pour l'extrême droite. Et il y avait certes 300 manifestants pour le huer dehors à Biarritz, mais il y avait aussi 1500 personnes, dont 400 par terre, et des élus LR venus le renifler. Donc, en tant que reporter, il faut juste... Il y aura un livre, alors vous le suivez dans l'espoir d'un nouveau livre, comme vous l'avez fait pour... Non, pour l'instant, il faut acheter Élysée Confidentiel, il n'y aura pas de Zemmour Confidentiel, c'est absolument pas dans les tuyaux. En revanche, je pense que oui, il aura ses parrainages, et je pense que s'il continue sa campagne comme un boulet de canon, il sera... S'il continue, c'est encore très loin, mais je pense qu'il sera au second tour de l'élection présidentielle, oui. Gaël Tchakaloff, je sais que vous ne souhaitez pas parler politique, malgré tout, est-ce que le couple Macron, comment il regarde ça? Est-ce qu'on pourra en savoir plus? Oui, alors c'est pas que je parle pas de politique, mais je suis la seule à ne pas être journaliste parmi les 4 personnes qui sont présentes. Et moi, je fais du roman, donc du coup, je me sens moins légitime que mes confrères à prendre la parole. Brigitte a envie qu'Emmanuel soit un nouveau candidat. Pardon, est-ce que j'ai envie? Est-ce que Brigitte a envie qu'Emmanuel soit un nouveau candidat? Je pense que Brigitte Macron n'a pas forcément envie que son mari soit de nouveau candidat. Je suis pas sûre qu'elle s'épanouisse pleinement à l'Élysée, mais c'est une femme de devoir. Donc s'il faut en passer par là, ils en passeront par là. La réalité, c'est que lui, il considère que son mandat a été déjoué par les Gilets jaunes et par le Covid, qu'il n'a pas pu aboutir les réformes qu'il avait en tête et les mettre en œuvre. Le problème qu'il a actuellement, c'est que il connaît les Français, il craint de perdre les législatives s'il gagne les présidentielles. Et donc, c'est de nouveau, ça pourrait l'empêcher de mettre en œuvre le programme qu'il voulait dérouler pendant le premier quinquennat. C'est plus ça, sa problématique actuellement.
Il nous reste très peu de temps malgré tout. Est-ce que les problématiques, on les voit déjà, hein, c'est très connoté. Est-ce que l'environnement, finalement, ça ne va pas être une thématique qui va nous envahir dans les prochains mois et qui va être prise par tous les candidats? Les problématiques de... Est-ce qu'il va prendre Yannick Jadot comme Premier ministre, vous voulez dire? Environnement, Jamais de pronostic, jamais. Pourquoi pas? Environnement, pouvoir d'achat, immigration, quel sera le thème dominant? Pas facile à dire aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut s'attendre, vous qui la regardez tout le temps cette politique, à une campagne entre guillemets sale, à des scandales? Est-ce qu'on peut avoir peur de comportements qui dérapent? Du point de vue du journalisme, il n'y a pas de scandale. Zemmour braque la presse, par exemple? Vous avez parlé en même temps, je suis désolée. Du point de vue du journalisme, il n'y a pas de scandale. S'il y a des choses qui doivent être écrites, des histoires qui doivent être racontées, elles doivent l'être. Du point de vue du journalisme. Après, je ne sais pas ce que font les acteurs vis-à-vis des autres acteurs, mais si un candidat reçoit des costumes de la part de quelqu'un qui fricote en Afrique, il faut le raconter. Voilà. Il y a un problème d'ADN du débat, c'est-à-dire que le fait que le nouveau présumé candidat qui est Éric Zemmour déboule, ça va recentrer le débat sans doute sur l'identité. Donc c'est plus ça, la problématique, c'est quels vont être les vrais sujets de la présidentielle. Nathalie Saint-Cric, je vous laisserai votre mot. Non, mais je suis d'accord avec Jean-Michel, c'est tout ce qu'on appelle les boules puantes ou je sais pas, il y a deux choses. Il y a des choses qui révèlent un certain nombre de révélations que les journalistes peuvent faire. Et dès lors qu'on est un personnage public ou qu'on s'expose, c'est-à-dire que moi je veux bien après que les gens hurlent quand on parle de leur vie privée, mais s'ils acceptent des photos dans Paris Match, ils s'exposent à ce genre de choses. Et puis après, il y a les manipulations. C'est-à-dire ce qui a fait que dans l'entre-deux tours Macron-Le Pen, on disait que Macron avait un compte aux îles Vierges. Il y a tout ce qui peut être une infiltration par des Spoutnik, par des pays étrangers, qui serait de faire circuler un certain nombre. Alors ça, c'est un vrai problème. Mais d'un point de vue journalistique, je pense que pour l'instant, en France, on se tient relativement correctement et qu'on ne va pas chercher si un candidat a fumé du cannabis quand il avait 14 ans et demi et qu'il était sur un campus. Enfin, pas encore. On va terminer sur cette note. Merci infiniment d'avoir répondu présent pour m'aider à réfléchir sur ces mois qui s'annoncent. Pour nous, en tant que journalistes, ça va être une belle actualité à suivre. Je vous laisse repartir avec vos lecteurs pour des dédicaces. J'espère bien que vos livres vont se vendre. Merci en tout cas d'être venu à Brive et merci d'être venu. On va repartir à l'espace des 3 provinces pour retrouver Martial. Ils sont deux, ils sont corréziens, ils écrivent pour la jeunesse depuis 1992, Didier Jean et Zad. Zad, vous êtes en train de dédicacer, ça fait plaisir de retrouver les lecteurs? Bah oui, bien sûr, ça fait du bien de retrouver les enfants, le public, les salons du livre, la dédicace, ça fait partie de notre métier. Alors vous écrivez tous les deux donc pour la jeunesse depuis 1992, on l'a dit. C'est vraiment de la lecture pour tous, Didier Jean, hein, du plus petit au plus grand. C'est vrai qu'au tout départ, dans nos premières années comme auteur-illustrateur, on a travaillé vraiment pour les tout petits. Oui, 4-5 ans. Et puis peu à peu, voilà, on a eu envie de parler aux plus grands et puis même aux adultes des fois. Hein. Même aux adultes. Alors, c'est vraiment étonnant cette création presque bicéphale, Zad. Comment vous faites pour créer à deux? C'est une alchimie complexe, mais c'est aussi le nerf de notre couple. On imagine beaucoup, c'est très oral notre façon de travailler, ça passe beaucoup par le dialogue. Et puis une sorte de partie de ping-pong où on se relance les idées et voilà, il faut convaincre l'autre. Et on a aussi écrit des romans. Alors le roman à deux, ça paraît complexe, mais on a vraiment le stylo en main et on se le repasse et voilà, on échange et ça naît peu à peu. Et vous aidez les enfants aussi à passer des caps comme dans Jalouse, où donc cette petite fille qui veut tout faire pour se faire remarquer par papa et maman. C'est vrai que dans les fratries, c'est pas toujours facile. Et ce livre-là, il en parle bien, mais en même temps, on dépasse ça en fait. Bien sûr, on est concurrents, on a envie d'avoir l'amour des parents, et c'est dur à partager. Mais voilà, il y a toujours cet amour entre la fratrie. On est prêt à défendre son petit frère contre le monde entier. Alors, Zoom, oui, pardon. Pardon, j'aurais voulu préciser, le texte est de Kwam Tawa. Donc on aime aussi beaucoup collaborer avec d'autres auteurs ou d'autres illustrateurs. Donc là, nous, on s'est mis au service d'un texte. Voilà, qui n'est pas de nous, mais qui est vraiment chouette. Qui nous a enthousiasmés. Alors, Zoom, Chat de traîneau, par exemple, c'est un grand classique hein, de votre maison d'édition. Donc, avec ce chat, qui croit vraiment qu'il a fait des choses extraordinaires. On a aussi Paris, Paradis. Donc, avec cet homme, ce jeune homme qui veut quitter son village d'Afrique, mais finalement, c'est un peu le miroir aux alouettes. Oui, on avait envie de travailler sur cette idée de l'espèce de mirage
l'image que peut représenter Paris, mais ça peut être aussi Londres pour des gens qui veulent quitter. Alors, ce qu'il faut quand même, il faut remettre dans le contexte. Quand on a écrit Paris Paradis, il n'y avait pas la guerre en Syrie. On n'était pas sur des migrations qui fuient la guerre et la survie. Voilà, c'est pas un jeune homme qui risque sa peau en restant dans son village. C'est surtout un jeune homme qui rêve d'autre chose parce qu'il voit ses cousins revenir de France et qui ont l'air d'avoir réussi. Donc il veut faire pareil. Et sa mère essaie de le retenir parce que c'est un peu effectivement un miroir aux alouettes, c'est un mirage et il va s'en rendre compte au fur et à mesure de son voyage. Voilà, dans vos ouvrages aussi, vous dépeignez donc la réalité de notre société et vous avez donc une maison d'édition à Albusac en Corrèze. Pourquoi avoir créé une maison d'édition ? Je pense que c'est pour l'indépendance. Pour pouvoir exprimer réellement ce qu'on avait envie. C'est vrai qu'à partir d'un certain moment, peut-être dans les début des années 2000, on a ressenti le besoin de... Il y a eu un changement chez nos éditeurs traditionnels et il y avait certains sujets qu'on ne pouvait plus traiter. Et nous, on était devenus parents et il y avait des choses il y avait des livres qu'on voulait faire. On voulait faire un lien entre les parents et les enfants et la maison d'édition nous a permis de le faire. Merci beaucoup Didier, Jean et Zad. On va faire votre maxime tirée de Antoine de Saint-Exupéry, qui est Pardon, j'ai pas entendu votre question. Cette maxime de Antoine de Saint-Exupéry. Et vous, d'où êtes-vous ? Je suis de mon enfance. Merci beaucoup. À vous Alexandra. Merci Martial, nous revoici sous la halle Georges Brassens pour mon coup de cœur de cette édition. Bertrand Perrier est à l'origine de ce livre, Sauf qui parle. Vous êtes avocat, bonjour, au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous enseignez l'art oratoire à Sciences Po. Vous contribuez à la formation des candidats Eloquentia qui désignent chaque année le meilleur orateur de Seine-Saint-Denis. Quand j'ai lu votre livre, Sauf qui parle, quand la parole change la vie, je me suis dit ouais d'accord, ok. Bon. Et puis j'ai lu les témoignages de ces jeunes, notamment le premier. Voilà, c'est pas un vain mot finalement, la parole c'est très important, il faut le rappeler. Oui, j'ai écrit ce livre sur la base de témoignages parce que moi-même, dans mon parcours avec la parole, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont permis de progresser. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une sorte de galerie de portraits de gens qui me paraissent inspirants pour tout le monde. Alors très divers, vous l'avez dit, un jeune, un ado, un youtubeur, un prêtre, un soldat, un ministre, Guillaume Gallienne, Bichente Lizarazu, Guillaume Meurice, tous ces gens-là qui ont des parcours divers avec la parole, mais qui, je crois, peuvent tous nous inspirer. Oui, parce qu'on le voit, vous l'évoquez, Hugo Travers, ce jeune youtubeur qui encourage les jeunes à s'instruire, à s'informer. Abdallah Semia, le petit prince de la Tchatche, lui, il a participé à des concours d'éloquence et il a même créé un club oratoire dans son collège. C'est toutes ces petites actions. Il y a Gérard Bronner aussi, professeur à l'Université de Paris, Diderot, qui lutte contre l'embrigadement des esprits. C'est tout ça, c'est toutes ces petites actions qui, mises bout à bout, on se dit, finalement, on peut peut-être changer les choses. Oui, parce que moi-même, la parole a changé ma vie. Je suis un ancien timide, je le revendique et j'ai surmonter pour partie cette timidité et ce chemin que j'ai fait, je veux permettre aux autres de le faire en présentant ces parcours, bien sûr, mais aussi en donnant des règles sur la prise de parole en public et puis en proposant des jeux. Parce que je crois que la parole, elle est d'abord ludique. On se fait une montagne de ce qu'est la parole. En réalité, rien n'est plus facile, rien n'est plus quotidien. Nous parlons tous les jours et donc j'ai voulu agrémenter ce livre de jeux, de mise en situation avec lesquels on peut chacun progresser. C'est le livre à avoir quand vous êtes en soirée, vous ennuyez, là vous prenez un jeu et puis vous le faites derrière, c'est vraiment super. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on se rend compte, on pense souvent quand on est dans des repas à dire voilà, les jeunes, ils sont toujours sur Instagram, ils ne savent plus écrire, ils regardent des vidéos au lieu d'écrire. Non, il y a les concours Eloquentia, ça marche. Le grand oral, il est au bac et c'est une bonne chose. Il y a aussi toutes ces conférences TEDx où les gens échangent sur des idées. Il y a quand même dans l'air du temps le retour de la parole. Mais oui, parce qu'on a compris à quel point c'était une compétence sociale. On est inévitablement jugé sur la façon dont on s'exprime en public. On peut trouver ça injuste ou réducteur, mais il y a une étude qui a été faite, dont je parle dans le livre, qui montre qu'au bout des 7 premiers mots que vous avez prononcés, on vous a déjà mis dans une catégorie. Donc c'est très important, c'est une compétence sociale et je me réjouis en effet de ce retour de l'oral, avec le grand oral du baccalauréat, avec des émissions de télévision, avec des programmes de radio. Enfin, il y a un retour de l'éloquence, ne serait-ce que le grand débat qui a suivi la crise des Gilets jaunes. Donc c'est vrai qu'il y a un grand retour de l'oral, et notamment à l'école, où on espère qu'elle va enfin marcher sur ses deux jambes, l'écrit et l'oral. Alors, voilà, vous avez tout compris. Bon, maintenant, il faut lire le livre, vous regardez toutes les méthodologies qu'il y a à l'intérieur, vous faites les jeux le soir, et comme moi, vous allez apprendre plein de choses et vous allez mieux parler après. Enfin, on l'espère. On va essayer en tout cas. Allez, c'est la promesse. Merci beaucoup Bertrand Perrier de nous avoir accordé un peu de temps. Bonne dédicace, bonne foire du livre de Brive. Je crois qu'on va retrouver Martial avec un confrère.
Le grand public le connaît comme journaliste co-animateur de l'émission Échappée belle sur France 5, mais il écrit aussi, Ismaël Khalifa, bonjour. Bonjour. La Ligue de la nature des enfants aux super pouvoirs. Oui, ce sont 2 enfants, Moutarou et Roman, qui ont le pouvoir de parler avec la nature, donc avec les arbres, les oiseaux, le vent, et qui tous les soirs, quand la nature a besoin d'eux, se téléportent un peu partout sur Terre pour aller aider des animaux en danger avec d'autres enfants. Et donc ensemble, ils s'attaquent bien à la préservation de la Terre, je dirais, avec beaucoup d'enthousiasme et de sourire aussi. Avec une forme finalement de réconciliation, enfin c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas, avec la nature, non? Ah pas du tout, non je plaisante. Oui, c'est exactement ça. De réconciliation en tout cas, je pense que moi j'ai des petits-enfants qui ont 3 ans et 1 an. Je me rends compte que mes enfants, je les éduque avec la nature tout le temps. Il n'y a pas un livre lié à leur éducation qui leur parle pas de la nature, qui leur parle pas de la ferme, enfin voilà. Et donc je me dis que les enfants, quelque part à ces âges-là, ils dialoguent avec la nature quotidiennement, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, si on poursuivait ça, si on montrait que ce lien peut s'étendre dans le temps et puis créer un petit peu de magie autour de tout ça aussi. Donc réconciliation avec la nature, mais aussi acceptation des autres cultures, des enfants du monde entier. Exactement, parce que ce qui est très marquant quand on a des enfants, je pense que tous les parents connaissent ça, c'est que le rejet, c'est un problème d'adulte. Quand on met un petit enfant noir, un petit enfant blanc et un petit enfant asiatique dans la même cour d'école, leur premier réflexe c'est de jouer ensemble, c'est pas de se poser la question d'où vient l'autre. Donc quelque part ils nous envoient un petit message que je trouve intéressant, même s'il ne faut pas être naïf. Après il y a l'âge adulte et puis la réalité de la vie, des cultures, etc. Mais je trouve qu'ils sont une source d'espoir et puis aussi d'inspiration très forte. Enfin pour moi en tout cas c'est ce que je ressens. En parlant justement d'inspiration, le fait d'être un globe-trotteur, de voyager tout autour du monde, ça vous inspire pour la Ligue de la nature? Oui, pour tous mes livres. Moi, j'ai jamais écrit sur des choses que j'ai pas vécues ou vues. Et là, dans la Ligue de la nature, les 2 enfants, donc Roman et Moutarou, sont des enfants qui existent. Le petit Moutarou, j'ai eu la chance de le rencontrer via des échappées belles au Sénégal. C'est un petit garçon dont je suis le parrain via une association qui s'appelle Un enfant par la main. Et c'est-à-dire que tous les mois, je donne 30 € pour qu'il puisse avoir accès à l'école et à la santé. On est dans une région très agricole, très rurale, où il y a très peu de moyens. Et donc les enfants, généralement, vont travailler au champ. Et grâce à cela, il peut aller à l'école. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller le voir et lui offrir en main propre les livres. Et je crois que c'est un des plus grands moments de ma vie, sincèrement. Ligue de la nature, très rapidement, en association avec cette association que vous avez créée avec votre compagne, For My Planet. Ah ouais, vous savez tout, hein. Vous avez fait le journaliste, vous êtes renseigné. Oui, For My Planet, c'est une association, en fait pour moi, s'attaquer au réchauffement climatique et aux questions environnementales et de prendre soin des plus vulnérables. C'est un peu comme si j'ai des fuites dans ma maison et que j'appelle le plombier. C'est pragmatique, c'est l'évidence des problèmes du moment. Et comme j'ai la chance de pouvoir m'investir, on a créé cette association. Et chaque année, on mobilise entre 8 et 16 adolescents pour qu'ils créent des projets écologiques et citoyens tournés vers leur environnement proche et vers les autres. Voilà. Merci beaucoup Ismaël Khalifa. À vous Alexandra. Merci Martial. Alors vous courez, vous venez de rejoindre sous la Georges Brassens pour la fin de l'émission. Avant ça, on ne pouvait pas partir sans évoquer un thème qui forcément va plaire aux téléspectateurs du Limousin, puisqu'on parle de tous ces agriculteurs qui travaillent, qui se passionnent pour leur métier et qui souffrent parfois. Corinne Royer, bonjour. Alors votre livre Pleine Terre parle de ce roman, c'est un roman sur le monde paysan, mais il est inspiré d'un fait réel, celui de Jérôme, le triste fait divers, la vie de Jérôme Laronze. Oui, alors c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que le fait divers me permet de structurer le roman, donc les faits sont réels, par contre le personnage est un personnage de fiction. Et c'est vraiment un roman donc, qui raconte le grand malaise paysan actuel, la disparition de l'agriculture, des petits agriculteurs dans nos campagnes. Et donc ce personnage, Jacques Bonhomme, va subir un acharnement administratif sur sa ferme pendant 3 années. Et puis lors du dernier contrôle par l'administration, ça va très mal se passer. Donc il va s'enfuir, il va abandonner sa ferme, ses bêtes, et il va se réfugier dans les bois. Et là va commencer une cavale de 9 jours et 8 nuits avec les forces de l'ordre à ses trousses. Donc voilà, Pleine Terre raconte cette déliquescence du monde paysan, le chaos de nos sociétés, ce système productiviste qui va dans le mur. Vous-même, vous avez choisi de vivre près de Saint-Étienne, au milieu des champs et des fermes, vous ne vivez pas en ville. Ça vous touche de près, cette réalité ?
Oui, moi j'habite dans le parc naturel régional du Pilat, donc tous mes voisins sont des agriculteurs. Donc c'est vraiment, moi je l'ai vu vraiment grandir ce malaise paysan. Les histoires qu'on se raconte aujourd'hui dans les fermes sont des histoires terribles. Il y a chaque jour en France un suicide d'agriculteurs par jour. Donc c'est vraiment un vrai problème. Donc bien sûr que je suis sensible à ce problème-là et que mon immersion dans cette campagne m'a permis de récolter toutes ces paroles, toutes ces espérances aussi. Et j'ai essayé de mettre tout ça dans ce roman. Oui, ces espérances, parce que vous le dites, Jacques gère une petite exploitation, situation complexe, hein, mais c'est pas perdu d'avance. Il y a aussi ce message-là quand même. Non, on va suivre ce personnage et c'est un personnage qui reste debout. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup pensé à l'homme révolté de Camus en écrivant ce texte. Parce que c'est un homme qui refuse le modèle productiviste mais qui ne renonce pas. C'est-à-dire qui propose des solutions et qui garde ses espérances. Est-ce que vous pensez que, quand on évoque Jacques Bonhomme, c'est le sobriquet donné à Jacques le Croquant, chef de file paysan révolté au XIVe siècle, pourrait-il y avoir une révolte paysanne aujourd'hui selon vous ? Une révolte, non, mais je crois que les agriculteurs se rendent compte que ce modèle productiviste est arrivé au bout, qu'aujourd'hui ils proposent d'autres solutions. Et il faut croire très fortement en ces solutions, il faut croire en ces nouvelles générations d'agriculteurs et espérer qu'on puisse recréer du lien avec le vivant et avec nos campagnes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Il faut toujours finir sur l'espoir et c'est sur cet espoir qu'on va terminer cette émission. Merci Corinne Royer. Merci. Bonne foire du livre de Brive. Est-ce qu'il a couru assez vite, Martial, pour me rejoindre ? Et voilà. Ça va, pas trop fatigué ? Ça fait Fabuleux. Un peu de route. Très bel espace des trois provinces où sont la BD et la littérature jeunesse. Oui, ça permet d'espacer aussi dans ces allées, c'est pas mal non plus. Merci, c'est déjà l'heure de nous quitter malheureusement. On espère que vous avez pris plaisir à découvrir toute cette diversité qui est là pour la foire du livre de Brive. On espère que vous allez venir peut-être profiter à votre tour de ces allées sous la Georges Brassens, sous l'espace des trois provinces. Merci à Bruno Villa pour la réalisation. Merci à vous, Martial, m'avoir aidé parce qu'il y avait trop de travail. Et puis merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont rendu possible ce rendez-vous corrézien. Dans un instant, le flash d'information. À bientôt.